Donc, merci messieurs déjà de participer à cette table ronde. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Mais voilà, on voulait effectivement revenir sur cette thématique qui traite du site internet. Évidemment, quel rôle a-t-il aujourd'hui? Quelle place il a? Avec évidemment toutes les évolutions qu'on connaît dans le digital. Donc voilà. On voulait avoir effectivement l'avis à la fois d'une agence 360 et aussi d'un annonceur. Alors, sans plus tarder, je partage mon document. Hop. Tac. Est-ce que voilà, mon document est. Ouais, on le voit bien, Ronan. Eh bien, super. Bah, sans plus tarder, on va enchaîner avec la présentation. Je voulais revenir sur les étapes clés du web, puisque c'est vrai que en préambule de cette conférence, l'idée c'était aussi de revenir un petit peu sur l'histoire du web, hein, le premier site web qui date dans l'historique de 1991. Ça peut paraître loin, mais c'est pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'on voit qu'au fur et à mesure des décennies, on est passé du site web vitrine, d'une simple diffusion de contenu dans un sens totalement unique, à un web beaucoup plus collaboratif, qu'on disait plus social, avec l'idée de partage, d'interconnexion. C'est le web 2.0, avec notamment tout ce qui concerne les évolutions liées à ce qu'on appelle le blog, le fait de pouvoir avoir un retour en fait et des échanges. À une troisième, on va dire, grande thématique qui est le web sémantique. C'est-à-dire, au-delà du site web, on a cherché déjà à le développer, à le référencer, évidemment. Et puis, on parle beaucoup de mobilité, de commerce. Et puis, dans une quatrième version, on voit que le site web se réinvente, en tout cas les usages se réinventent. On parle de web intelligent. Alors, on va vers une hyper segmentation de l'information. Donc voilà, tout ça fait que c'est une évolution des usages du web qui donc forcément a une incidence sur le site internet. On voit aussi, j'ai mis quelques exemples pour évoquer avec vous les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on est aujourd'hui un café, un restaurant, un hôtel, on voit que les pages Facebook aujourd'hui font le job en fait du site internet. Donc c'est là où justement quel positionnement on peut avoir, quel regard quand on est annonceur, quel qu'il soit, quand est-ce qu'on doit se doter d'un site web. On le voit aussi que des influenceurs ou les applications mobiles ont pris le pas parfois sur des communications d'annonceurs. Donc tout ça fait qu'évidemment ça pose cette grande question. Le site internet donc est-il mort? Quel rôle, quelle place a le site web aujourd'hui dans la stratégie d'un annonceur? Pourquoi faut-il investir dans un site internet tout simplement? Et pourquoi privilégier d'autres canaux? Donc pour aborder ce rôle et la place du site internet, je vais reparler rapidement de quelques chiffres clés en vous montrant par exemple le nombre de sites internet en ligne et de leurs évolutions. Donc vous voyez que de 1991 à 2020, on voit que le nombre de sites internet a vraiment grandi, explosé même, on peut le dire, jusqu'à être en 2020 1,78 milliard de sites web. Donc voilà, ce sont des chiffres qui me paraissaient assez rigolos de voir dans cette courbe. On voit qu'il y avait évidemment dans les années 90 l'avènement de Yahoo. C'est Google qui a repris le Pardon, Ronan, il faudrait juste peut-être si Agathe peut mettre son micro en muet parce qu'on a du mal à t'entendre. Merci Thomas. Merci Agathe. Donc c'est un deuxième effectivement tableau qu'on pouvait mettre ici. C'est pour parler des sites internet dans le domaine de la communication publique.
on voit que le site internet de la collectivité recueille toujours aujourd'hui un avis favorable, hein, un accueil favorable par les internautes, hein, puisqu'il y a 63% qui utilisent le site internet de la collectivité en 2020. Donc c'était un internaute sur LinkedIn qui m'avait partagé ce graphique, donc qui est plutôt très intéressant. On le voit dans le même temps que les applications, par contre, prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure des années. Et je vais terminer par deux chiffres avant de laisser la parole à nos invités qui vont se présenter dans quelques instants. Donc, plus 16%, c'est la création de sites e-commerce en un an, hein, sur l'année 2020. 2020-2021. Et également, plus 22%, c'est l'augmentation des achats en ligne en 2020 versus 2019. Donc, on voit effectivement que on est toujours dans le plus. Donc je vais me tourner tout de suite vers Thomas Marchand, donc de l'agence Humans. Donc bonsoir Thomas, je voulais déjà savoir si tu pouvais te présenter et puis présenter l'agence Humans aux participants. Parfait, merci beaucoup Ronan. Bonsoir à tous. Donc Thomas Marchand, moi je suis le directeur des agences de Humans de Nantes et de Bordeaux. En quelques mots, qui est Humans? C'est donc une agence spécialisée en conseil en stratégie digitale et vraiment spécialisée dans tout ce qui est acquisition et conversion. Donc on est une agence avec comme mission d'accélérer en fait finalement les performances business grâce au digital de nos clients. On est 11 agences au niveau national, donc 11 agences qui sont finalement localement et proches de chez vous. On a 30 domaines d'expertise, donc on va effectivement de la création d'un site internet et toute la partie UX, UI jusqu'à l'analyse en fait des données. Déjà 21 ans d'expérience. Et à l'heure actuelle, une donnée importante, c'est qu'on investit 3% de notre chiffre d'affaires sur tout ce qui est innovation et logiciel. Et ça nous tient à cœur, et je vais y revenir un peu plus tard sur la création d'un site web. Justement, il faut faire évoluer les produits et on voit bien l'évolution d'un site internet et ce qu'a montré Ronan, toute l'évolution en fait des différentes méthodologies des sites internet, et on en reviendra un peu plus tard. Eh bien, merci Thomas. Je vais laisser la parole à Frédéric. Bonsoir Frédéric. Pareil, même question. Est-ce que tu peux préciser aujourd'hui ton rôle, ta mission au sein de la Semmitane? Voilà. Bonsoir à tous, donc Frédéric Schorlein. Moi, je suis en charge de la mission digitale à la direction commerciale de la Semmitane. Je suis en charge en fait des différents outils numériques qui sont à disposition de nos clients. Donc, on va trouver en premier lieu notre site internet tan.fr, notre application mobile, les différents réseaux sociaux, toutes les pages open data. Je n'ai pas représenté la Semmitane, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de Nantais du coup qui sont là ce soir, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne le seraient pas, ce sont les transports en commun de l'agglomération. Voilà, donc si vous êtes nantais, vous nous connaissez forcément pour voir nos véhicules circuler dans la rue ou sinon pour les emprunter. Pour nous, le digital, c'est évidemment quelque chose de très important parce que on a un gros besoin d'information, évidemment, que nos clients attendent, et donc ils viennent chercher sur différents outils des informations un peu quotidiennes sur les transports. On développera ça un petit peu plus tard. Et puis, on commence à avoir une certaine expérience parce que ça fait déjà maintenant plus de 20 ans qu'on a lancé notre premier site internet. Alors, c'est vrai que si on revenait vraiment à l'origine, on lui trouverait une drôle de tête peut-être aujourd'hui à ce site. Mais c'est vrai que voilà, on a une certaine expérience en la matière, et puis on va en parler après. C'est vrai que les outils se sont beaucoup développés depuis maintenant 10-15 ans. Ok, merci Frédéric. On va commencer. Alors, je vais poser la question à Thomas et un peu brut de pomme. Est-ce que le site internet est-il mort, Thomas? Très vaste question, Ronan. Merci. En fait, ce qu'on voit, et c'est un peu ce que vous avez pu montrer au départ, c'est que une petite stat, c'est qu'on voit que par exemple au niveau des TPE et des PME, 92% déclarent que leur présence sur Internet est indispensable ou utile à leur activité. Ce qui veut dire que c'est indéniable que la présence digitale est importante, prend un point important, et forcément cette présence digitale, à mon sens, passe par un site Internet. Mais ce qui est vrai aussi, et ce qu'on remarque, c'est qu'avant,
on va dire que le digital était vu par le site internet seulement, et on voit que maintenant il y a ces concepts d'omnicanalité où finalement le site internet n'est plus le seul finalement vecteur de communication, et ça passe par différentes étapes, et on voit que le site internet est toujours aussi important mais n'est plus le seul garant finalement du message. Et on peut voir aussi une évolution un peu des méthodes. Je veux un peu parler ici de deux évolutions. Une première qu'on voit dans tout ce qui est e-commerce et qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle le repos. Donc des ventes qui sont initiées en ligne et qui sont transformées en magasin. Donc ça veut dire, si on prend un exemple, je ne sais pas moi, vous allez acheter par exemple un téléphone mobile, vous allez initier la vente en ligne donc via le site internet où vous allez faire vos recherches en ligne, vous allez consulter un peu, et c'est le site internet qui va vous nourrir finalement. Et finalement, l'acte d'achat pour vous va plutôt se faire après en magasin, puisque vous avez besoin finalement de voir, de toucher ce téléphone-là. Donc on voit que le site internet a un poids très important, mais ce n'est plus le seul rempart pour finalement aller à la fin de la transaction. Et on voit que c'est de plus en plus vrai. Et un autre phénomène, un deuxième phénomène qu'on appelle le showrooming, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, le visiteur va aller dans un point de vente découvrir le produit. Donc encore une fois, si on prend l'exemple du téléphone, il va aller découvrir le produit et le téléphone dans le cadre d'un magasin physique, parce qu'encore une fois, il a besoin de tester le produit et de poser quelques questions. Et après, il va aller vérifier les informations en fait sur le site internet pour voir un peu les conditions, les avantages, comprendre encore une fois et faire son action en ligne sur le site internet. Donc on voit ouais. que Pardon, excuse-moi Thomas. Ce sera ouais. en sorte un capital confiance, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça, un capital confiance pour venir renforcer le poids avec le site internet. Ouais. Donc on voit bien que le site internet a toujours une place prépondérante, mais qu'elle a évolué et qui fait partie de tout le cycle, mais qu'il est essentiel à mon sens dans la transaction pour l'ensemble des acteurs. Ok. Du coup, ça concerne uniquement le e-commerce ou ça peut concerner d'autres voilà. Non, alors ça c'est vrai que c'est très vrai sur le e-commerce. Hmm. Ça concerne pas uniquement le e-commerce, mais principalement le e-commerce. Après, si on regarde un peu les autres industries pour nos clients, on voit que forcément pour des petites, des TPE ou des PME, on voit aussi, imaginons, prenons un artisan, on peut se poser la question, est-ce qu'il, quand il commence son activité à l'heure actuelle, il a vraiment besoin, par exemple, d'un site internet, ou est-ce qu'il ne peut pas utiliser les réseaux sociaux ou ce genre de compte pour simplifier sa publication au départ, et imaginons Facebook, pour essayer de mettre en avant un peu sa notoriété et son image et simplifier le processus. À mon sens, on arrive à une limitation assez rapide par ces plateformes-là, ces canaux-là, si on n'a pas un site internet qui vient synchroniser toute l'information et qui vient en fait rétablir un peu la vérité et l'authenticité de l'artisan, par exemple ici dans ce cas-là, qui peut être limité finalement via Facebook, puisqu'on voit que c'est des nouvelles qui vont changer et qui vont s'archiver, et donc il n'y a pas une cohérence globale comme on peut avoir sur un site internet. Ok. Merci Thomas déjà pour ces premiers éclairages. Frédéric, du coup, alors la TAN et la Semitan au global, c'est j'imagine un environnement aussi de site web. Il n'y en a peut-être pas qu'un seul. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au site web, est-ce qu'effectivement vous vous êtes posé la question par rapport à la stratégie digitale du rôle aujourd'hui de votre site web? Est-ce que vous avez des données par rapport justement au site internet qui est le plus visité? Je crois que c'est tan.fr, évidemment. Alors du coup, c'est vrai que la stratégie digitale, elle a beaucoup évolué depuis maintenant 10-15 ans. C'est-à-dire que si on plonge un petit peu en arrière, finalement, voilà, on revient, il y a 10-15 ans, on avait le genre de support que tu présentes, Ronan, où vous voyez, en fait, on avait adossé à notre logo TAN un petit pétale .fr qui venait signer toutes nos prises de parole, qui était aussi présente sur certains de nos véhicules. Enfin, voilà. L'idée, c'était vraiment d'inscrire à l'esprit de nos clients, finalement, que s'ils avaient la moindre question, s'ils voulaient un renseignement, s'ils voulaient quoi que ce soit, il fallait aller du coup sur tan.fr, qui était l'élément vraiment central de notre stratégie digitale. On l'a fait nous, je sais qu'on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres grands groupes qui l'ont fait aussi il y a une dizaine d'années, où on trouvait du coup un .fr qui était adossé souvent au logo.
Et on voit bien que ça a vraiment évolué parce que déjà, le pédale a disparu maintenant depuis une petite dizaine d'années. Et notre stratégie digitale, du coup, c'est vraiment s'y étoffer avec la création de nouveaux outils. C'est-à-dire qu'on a suivi les usages du web. Hein, tu le disais en introduction, effectivement, les gens après sont partis avec plus de mobilité. Donc, il y a maintenant 10 ans, on a lancé notre application mobile, qui est devenu finalement l'outil le plus utilisé parce que nous, dans notre métier, finalement, on a un gros besoin d'informations un peu récurrentes en situation de mobilité. Donc, on a, pour vous donner quelques chiffres, voilà, on a à peu près 170 000 personnes qui vont utiliser l'application chaque mois, et chaque personne va l'utiliser en moyenne une douzaine de fois. Alors que le site Internet, lui, on a une base un peu plus importante, on a entre 250 et 300 000 visiteurs uniques, et ils reviennent un petit peu plus de 2 fois en moyenne sur tan.fr. Donc, évidemment, après, voilà, en termes d'usage, on n'a pas tout à fait la même chose. Et puis, voilà, les années passant, on a aussi assez classiquement créé nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est maintenant présent depuis pas mal d'années sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, en adaptant bien évidemment aussi nos messages aux outils. C'est-à-dire qu'on ne communique plus de la même façon qu'on pouvait le faire il y a 15 ans aussi. On va évidemment s'adapter au public et à nos cibles sur chacun de ces canaux. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Thomas aussi, c'est vrai qu'on va prendre du coup la parole de façon un peu éparpillée sur tous ces canaux-là. Mais le site Internet, non, il n'est pas mort et il reste assez central finalement dans la stratégie parce qu'il a un peu pour vocation d'être exhaustif finalement. Donc, on va vite quand même renvoyer les gens sur ce site qui a vocation à contenir toute l'information à l'arrivée, même si on est présent sur différents canaux. Tout à l'heure, Thomas parlait j'ai cru comprendre que c'était plus finalement, le site internet avait quelque chose de capital confiance, donc on parle d'image. Est-ce qu'aujourd'hui, le site tan.fr, on est sur simplement de l'image? Est-ce qu'il a aussi un usage, comme on pourrait l'avoir pour une application mobile, beaucoup plus pratico-pratique? Aujourd'hui, quel est le positionnement à peu près du site web? Est-ce qu'il a évolué déjà, ce positionnement? C'est vrai que si on revient là aussi, 10-15 ans en arrière, tout ce qui était la promotion de nos produits et services, ça passait beaucoup par tan.fr. C'était vraiment là aussi le canal par excellence pour faire de la communication au-delà de ce qu'on pouvait faire sur le print. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, notre site internet s'est un peu recentré sur ses missions d'information. Je disais un peu tout à l'heure, l'application mobile, elle est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment un besoin en situation de mobilité et les gens viennent vraiment rechercher ces services-là. L'application, d'ailleurs, ne fait pas tout. Elle est beaucoup moins complète que le site Internet. Elle regroupe simplement quelques services qui vont permettre de chercher son itinéraire, d'obtenir ses horaires, d'utiliser l'application comme type de transport, mais on est plutôt là-dessus. Là où le site Internet, du coup, va donner tout un tas d'informations un peu complémentaires. Néanmoins, on a à peu près 9 visites sur 10 sur le site Internet qui concernent aussi une recherche d'informations. Donc, on est vraiment, nous, dans cette mission-là première, de par notre métier, où les gens viennent chercher des horaires, des itinéraires, et puis évidemment, s'il se passe quelque chose sur leur trajet, de l'information trafic. Et c'est vraiment la vocation première. Donc, nos outils doivent répondre à ça. On essaie en tout cas de les adapter pour répondre à ce besoin. C'est-à-dire que là, tu as une capture, par exemple, du site Internet depuis une vue bureau où on fait comme de la promotion sur les actualités un peu de la métropole. Donc, typiquement, en ce moment, on est pleinement dessus sur la journée cette semaine. Si on est sur son smartphone, cette actualité, elle vient descendre, elle est plus bas sur la page et du coup, on montre en premier tout ce qui est vraiment service d'information puisque les gens viennent chercher ça en priorité. D'ailleurs, par rapport à l'application mobile, alors je ne suis pas utilisateur là, effectivement, de l'application mobile TAN, mais entre le site web et l'application mobile, il y a une nette différence où on retrouve certaines informations justement pour se repérer. Elles sont aussi accessibles par l'application que sur le site web. Alors globalement, on a une grande partie de nos services qui sont on va dire, disponibles à la fois sur le site internet et sur l'application mobile. Les données normalement sont les mêmes, on l'espère en tout cas, on espère avoir une cohérence dans l'information qu'on délivre auprès de nos clients. Et puis après, il y a les services que j'évoquais, comme par exemple, si on revient sur la partie un peu plus e-commerce, on a bien 2 canaux par contre un peu plus différenciés entre le site internet et l'application mobile. L'application mobile, on est sur du ticket dématérialisé que l'on va acheter et utiliser tout de suite avec son téléphone pour voyager, avec son smartphone, tandis que sur tan.fr, on peut, si on souhaite, faire le choix de se faire livrer à domicile parce que pour X raisons, on ne veut pas utiliser son smartphone comme type de transport ou alors on a des besoins plus spécifiques ou c'est pas que pour nous. Et donc, auquel cas, effectivement, on a une boutique en ligne plus traditionnelle qui est disponible sur le site internet qui est aussi bien sûr responsive
et qui n'est pas disponible sur l'application mobile. Ok. Juste pour bien préciser, là, il y a la Semitane, donc d'un côté, la semitane.fr qui est un site web à part entière, et Oui. tan.fr qui est là vraiment dédié au transport. Oui, juste pour resituer un petit peu, en fait, Semitane, c'est vraiment l'entité juridique de l'entreprise, c'est la marque employeur. Hein. Donc, si on va sur le site semitane.fr, on va plutôt être sur la présentation de nos missions en tant qu'employeur. On va être sur les rubriques classiques de recherche d'emploi, etc. Tandis que TAN, c'est vraiment la marque commerciale sur laquelle on exploite du coup les différents transports, les bus, les tramways, le busway, les lignes fluviales. C'est vraiment la marque commerciale sous laquelle les Nantais nous connaissent. Merci Frédéric. Je fais un petit aparté puisque, alors je ne vois pas le chat, mais j'ai Agathe qui a donc l'a vu sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions directement et on pourra évidemment faire le relais de vos questions auprès de nos invités. Donc Agathe, n'hésite pas à nous Eh en bien, écoute, puisque tu me tends le micro, je vais me faire le porte-parole de Jordi qui pose une question un peu hors sujet, mais néanmoins intéressante. Il félicite d'abord les community managers du Twitter TAN, qu'il trouve très bon. Voilà. Et il demande combien sont-ils pour gérer le compte Twitter TAN. Est-ce que tu le sais, Frédéric? Oui, bien sûr. On est assez content du coup du travail qu'on a fait sur Twitter parce que je trouve que justement on a trouvé vraiment le bon ton, le ton juste et la bonne vocation de l'outil du coup pour répondre à nos clients. Twitter, c'est vraiment utilisé pour l'instantanéité, pour le temps réel et donc pour l'information de trafic pour notre métier. On a des agents qui sont présents pour répondre de 6h20 le matin jusqu'à 19h30 du lundi au samedi et on a 5 personnes qui se relaient, qui font plein d'autres choses aussi bien sûr, hein, puisque ce sont les mêmes personnes qui délivrent l'information sur tous les autres canaux sur le réseau. Et ce sont eux qui répondent, du coup, ce sont ces 5 personnes qui répondent sur le Twitter TAN. Et puis, on a 2 autres personnes qui répondent aussi à des questions qui ne concernent pas le trafic, qui sont sur des questions qui sont d'autres ordres, sur des horaires plus classiques de bureau. Donc, voilà, c'est un pool de 7 personnes en tout qui ont, parmi leurs missions, parce qu'aucune d'elles ne fait ça à 100%, la gestion des réseaux sociaux, en particulier de Twitter. Merci. Agathe, une autre question? Y a-t-il d'autres Pas questions? pour l'instant. Pas pour l'instant. Très bien. J'en profite du coup par rapport à ce qu'on se disait juste avant. On parlait de la marque employeur. Alors, je vais reposer la question à Thomas. Au niveau peut-être des annonceurs aujourd'hui, on voit que la marque employeur, c'est un thème qui touche beaucoup d'annonceurs d'entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, le site internet a évolué on va dire dans son contenu? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut comparer il y a 10 ans un site internet, le contenu d'un site internet au contenu d'un site internet aujourd'hui? Et est-ce qu'on n'a pas tendance à utiliser aussi le site internet d'une entreprise comme marque employeur? C'est une bonne question. Effectivement, ça, à mon sens, ça a vraiment évolué parce que finalement, c'était un peu à l'époque, c'était finalement, on va dire, des sites vitrines plutôt. Donc finalement, pour communiquer un message assez, pas forcément neutre, mais assez basique sur très rapidement sur la culture de l'entreprise, qui est l'entreprise, donner quelques informations. Et là, on est passé sur du contenu beaucoup plus complexe, où là, justement, on va répondre aussi bien avant tout aux utilisateurs pour leur donner de l'information pratique, mais aussi à la capacité à pouvoir parler finalement à toute la sphère du web. Prenons un exemple et on peut prendre peut-être la TAN pour ça, c'est-à-dire qu'il rédige aussi du contenu, j'imagine, pour parler à vos utilisateurs, pour leur simplifier aussi leur vie dans la pratique des transports et aussi pour si on prend un autre acteur, imaginons où on va chercher à acheter un vélo ou louer un vélo, il faut que cet acteur-là se démarque aussi sur les moteurs de recherche, par exemple, pour être présent. Et donc, il va devoir créer aussi du contenu. Au-delà des spécifiques pour les utilisateurs, il va aussi devoir en créer pour pouvoir répondre en fait un peu aux nouvelles normes du web et être présent sur le web, puisque c'est par les moteurs de recherche qu'on peut être présent. Et donc, il va falloir aussi pouvoir répondre à ces gens-là. Donc, en fait, je dirais que la communication est devenue plus complexe pour un site Internet qui a plusieurs objectifs. Et au-delà de répondre aux utilisateurs, il doit aussi répondre aux différents canaux du digital.
Oui, c'est ça. Et il a aussi, on parlait tout à l'heure d'un capital confiance, il a un capital visibilité aussi, peut-être le site internet. C'est-à-dire que tu parlais justement du référencement. Le site web, j'imagine que c'est tout un maillage évidemment de mots-clés qui permet aussi d'avoir une visibilité plus certaine qu'une seule page Facebook, par exemple, ou une application mobile, tout simplement. Ouais, exactement. Ça nous permet en fait vraiment de travailler comme tu disais très justement la sémantique et donc d'être pertinent et de pouvoir justement augmenter la visibilité du site. Donc effectivement, au-delà du capital qui était plutôt juste communicant avant, maintenant il y a ce capital qu'on peut appeler visibilité. C'est une bonne donnée et qui nous permet justement, au-delà d'augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche et aussi sur la sphère du web. Et justement, c'est tout un travail de maillage et de travail sur les contenus pour être capable de parler aux utilisateurs. Et effectivement, avec un site internet, on peut travailler ces contenus. Et par exemple, avec un blog, on va créer des actualités chaque semaine ou chaque mois pour entretenir en fait le site internet, pour rajouter de la valeur auprès des utilisateurs, pour mettre en avant les nouveaux produits, etc., etc. Mais aussi pour travailler la visibilité en fait sur les moteurs de recherche. Et effectivement, ça c'est une vraie réalité et c'est une dualité qui est forte parce qu'il faut avoir un message très clair pour les utilisateurs et leur apporter un service tout en augmentant le capital visibilité. D'accord. Et c'est un travail que vous faites, vous, à la TAN, Frédéric, notamment, j'imagine, le référencement, mais vous avez un blog au sein de la TAN. Alors, on n'a pas spécialement de blog, mais enfin, voilà, nous c'est vrai qu'on est dans un univers un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de concurrence directe, c'est-à-dire qu'on est, voilà, on est le seul acteur sur le métier des transports, on va dire, sur un périmètre qui est donné. Pour autant, il y a d'autres modes de mobilité qui existent, et puis évidemment, on œuvre avec la métropole finalement aussi pour se dire, eh bien, voilà, il faut qu'on arrive à aller vers une ville plus durable dans laquelle on va réussir à faire réduire un petit peu la part de la voiture et notamment de la voiture quand on est tout seul, l'automobilisme. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels aussi on travaille. Et ça passe aussi par là, c'est demain, c'est de dire à la fois il faut qu'on travaille sur, bien sûr, s'assurer que le référencement est correct sur nos produits, sur nos services, sur les services de nos partenaires de la mobilité sur l'échelle de la métropole. Et puis, c'est aussi des réflexions après plus sur le fond de nos outils, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi les faire évoluer pour les rendre plus simples, plus accessibles, comment est-ce qu'on arrive à faire changer. Alors nous, on a cette mission de dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire changer un petit peu les comportements pour se dire, pour certains trajets, je peux lâcher ma voiture pour basculer sur d'autres modes de transport qui vont nous permettre de mieux vivre ensemble au niveau de l'échelle de la ville. Donc, on est plutôt sur ces problématiques-là, mais qui sont très liées aussi quand même, parce qu'évidemment, c'est comment est-ce que on est présent sur Internet, comment est-ce qu'on vient s'insérer, même, j'ai envie de dire, sur des applications qui sont utilisées par les automobilistes. Je ne sais pas, on est très nombreux à utiliser Waze, par exemple. C'est de se dire à quel moment, du coup, nous, acteurs de la TAN, on peut être présents, par exemple, quand vous faites doubler par un tram ou par un busway, alors vous êtes arrêté de votre voiture, comment est-ce qu'on peut pousser le message à l'automobiliste en disant, vous voyez, si vous étiez dans ce véhicule, vous mettriez 10 minutes de moins pour arriver à votre destination. Voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles on essaie aussi de réfléchir pour se dire comment est-ce qu'on vient toucher ces gens qui sont aujourd'hui pas forcément utilisateurs de nos services, mais pour que demain, voilà, on puisse essayer d'en ramener au moins une petite part à changer de comportement. Eh ben, merci beaucoup. Je rebondis sur cette question-là. Agathe, n'hésite toujours pas, je ne vois pas s'il y a des questions dans le fil d'actu, mais n'hésite pas à interrompre la discussion et l'échange. Ça me fait tout de suite penser, est-ce que vous êtes, Frédéric, du coup, sur la TAN, vous êtes aujourd'hui dans des projets de refonte du site Internet voilà, quels sont peut-être au sens plus large d'ailleurs sur la partie communication de la TAN, quels sont les projets ou les perspectives par rapport au site web ou par rapport même à des applications est-ce qu'on a... Alors, en restant sur le digital, on a effectivement des projets un peu de fond qui rejoignent un petit peu du coup ce dont j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire qu'on s'interroge du coup avec la métropole pour se dire comment est-ce qu'on peut simplifier l'accès aux différents services de mobilité, parce que aujourd'hui c'est pas très simple. En fait, nous on travaille vraiment en partenariat avec d'autres acteurs, comme par exemple les vélos en libre service, comme des voitures d'autopartage. Enfin, voilà, il y a différents acteurs autour de la mobilité au-delà de la voiture individuelle qui existe sur la métropole. Et aujourd'hui, c'est pas si évident que ça parce que finalement, il faut télécharger une application pour utiliser les transports en commun, il faut utiliser notre application ou un autre site pour utiliser la voiture, un autre pour utiliser
le vélo en libre service. Encore une autre, si on utilisait par exemple le stationnement dans la rue, on va utiliser par iPhone ou l'application de l'opérateur local. Bon, on voit bien que c'est assez complexe quand même, donc on a vraiment des réflexions un peu de fond de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de simplifier ces parcours grâce au digital. Aujourd'hui, voilà, on peut vraiment aller plus loin, et c'est une grande tendance dans le monde de la mobilité, dans le monde des transports. C'est vraiment un sujet de fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire un parcours un peu sans coup sûr pour nos utilisateurs et qu'on puisse très très facilement du coup avoir accès avec son smartphone à tous les services de mobilité dans la main avec un minimum d'effort finalement. Donc ça, c'est vraiment un sujet de fond sur lequel on essaye de travailler pour faire évoluer nos différents outils digitaux. Et puis en marge de ça, on continue aussi d'être présent, d'être attentif aux évolutions du web pour être présent, on l'espère, au bon endroit, comme on le fait sur Twitter ou sur d'autres canaux. Et je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu dis, Frédéric, sur la partie évolution. Parce que c'est aussi la question qu'on peut se poser sur un site internet, à quel rythme ou comment il doit évoluer. Et nous, bien souvent, en fait, on se rend compte avec nos clients que les concurrents autour de nos clients évoluent très vite sur les sites internet. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que la vie, en tout cas, d'un site, une refonte de site doit s'anticiper 3 à 5 ans après la création d'un site internet. Alors, ça dépend des industries, bien sûr. Il y a des industries, quand on est sur un site Vriting, il y a peut-être moins de besoins que sur d'autres sites, mais on voit que ça évolue très très vite un site internet et que pour certaines industries, il faut vraiment se mettre à la page très fréquemment pour ne pas être finalement un peu mis en marge, aussi bien en termes de style de communication et de visuel, etc., mais aussi pour anticiper les tendances des moteurs de recherche qui eux aussi évoluent. Et pour prendre qu'un exemple, par exemple, là récemment, l'algorithme a fait une évolution où maintenant il prend en compte le temps de chargement d'un site internet. Et maintenant, c'est devenu un indicateur hyper important. Et on sait bien que les sites deviennent en plus de plus en plus beaux entre guillemets en termes d'image, etc. Et encore plus sur des apps mobiles. Et donc, c'est des choses à prendre en compte. Et ça demande aussi des efforts justement pour entretenir un site internet. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'il faut aussi penser à ces évolutions de votre site et de le faire dans un modèle qui vous permet aussi de le faire évoluer assez simplement et efficacement aussi, et de penser toujours à l'étape prochaine, comme Frédéric l'a un peu mentionné sur l'évolution aussi du site de la TAN. Alors, avant de passer à la partie qu'est-ce qu'un bon site internet, il y a Catherine qui nous demande en fait quelle place et quelle fonction a un site web pour les entreprises B2B. Alors moi, Catherine, j'ai envie de vous répondre, je vais laisser la place aux autres, mais j'ai envie de répondre la même que pour les entreprises B2C, en fait, pour moi. Il a la même place, c'est-à-dire qu'il est central, mais il n'est pas seul. Mais je laisse la parole, Thomas, si tu veux. Ouais, complètement, ouais. Et ben, c'est des problématiques qu'on vit au quotidien avec nos clients B2B. Donc je peux en parler. Je dirais que, à mon sens, un site, je rejoins Agathe, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'à mon sens un site B2C, mais il y a quelques spécificités selon moi, et je mettrais trois avantages ou trois éléments clés en fait de la place d'un site web B2B. Le premier, c'est que souvent dans le B2B, finalement, c'est de rendre service aux entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Donc ce qu'on voit beaucoup pour certains de nos clients, c'est que ça devient plutôt une plateforme de service pour simplifier la vie de leurs clients. Je prends un exemple, par exemple, d'un client dans tout ce qui est PVC. Et ben sur leur site, en fait, finalement, ce qu'ils ont mis en avant, c'est toute la documentation technique de leurs produits, la capacité d'aller communiquer directement avec le service après-vente, etc. Donc ça, en fait, ça donne vraiment un argument de service en fait à leurs clients. Donc ça peut être un avantage d'un site internet et un intérêt sur du B2B. Le deuxième intérêt, c'est sur tous les éléments de communication et de contenu. C'est-à-dire que bien souvent, si je reprends le même exemple sur le PVC, voilà, il y a énormément de documentation technique. Et en fait, ce qu'a fait notre client, c'est qu'il a mis en place un FAQ pour pouvoir répondre à toutes les questions que les artisans peuvent avoir pour simplifier en fait sa tâche.
Ça vit en fait dans les produits, puisqu'ils ont énormément de produits. Puis le troisième élément, à mon sens, qu'on voit de plus en plus avec nos clients en B2B, c'est que ils commencent à transformer leur site internet en e-commerce presque. C'est-à-dire que le client va être capable de soumettre des services directement en ligne pour soit faire des commandes automatisées, soit tout simplement pouvoir avoir des interactions avec certaines personnes techniques via du chat. Et donc, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'il y a ces trois éléments qui sont, selon moi, hyper importants pour le B2B. Il y a une accélération du e-commerce, en fait, de ce que tu me dis. Du e-commerce, mais orienté B2B, c'est-à-dire vraiment orienté service. Ouais. D'accord. Avec des exemples de chat, par exemple, où on voit certains de nos clients qui ont mis des chats en place et en fait, un artisan discute directement en ligne. Certains artisans maintenant ont pris le pli de le faire et ils ont réponse à leurs questions dans les 10-15 minutes et ils n'ont plus besoin de lire toute la documentation technique ou d'attendre 2 heures sur du service après-vente en ligne via le téléphone. Ok. Eh bien, on poursuit. Un bon site internet, c'est quoi, justement? Thomas, tu voulais peut-être parler de cette partie, justement, pour les étapes clés pour réussir une création de site. Oui, complètement. Ouais. Là, l'idée, c'est un peu, j'aime bien prendre l'image de la construction d'une maison. C'est-à-dire que quand on va construire une maison, on commence naturellement plutôt par les fondations que par la peinture. Et c'est de la même manière pour un site internet. Il faut vraiment avoir un protocole bien carré, on va dire, pour vraiment aller petit à petit, parce qu'on sait qu'un site internet, ça amène beaucoup de considérations. Il y a beaucoup d'acteurs en fait qui vont être consultés, que ça soit une agence de communication pour la plateforme de marque, que ça soit une agence de développement, que ça soit une agence qui vous accompagne sur le projet. Tous les contenus qui sont à rédiger. Donc en fait, voilà, il y a énormément de parties prenantes et c'est important en fait de pouvoir dès le début d'un site internet, de la création d'un site internet, mettre tous ces acteurs-là, toutes ces parties prenantes ensemble pour pouvoir en fait comme avoir un pilotage du projet pour s'assurer de bien comprendre et que chacun parle ensemble pour bien comprendre où on veut aller et bien prendre en considération le besoin du client qui, à mon sens, est une étape clé aussi de bien définir ses objectifs. Puisqu'un site internet, on peut aller d'un site vitrine à un site e-commerce, on peut reprendre un exemple du B2B. Ça peut être simplement un site vitrine où on va parler de notre activité, mais ça peut être aussi un site où là, on va interagir avec des ERP, avec des CRM, où il va y avoir une multiplication de sources. Et donc, il faut être capable de bien comprendre les objectifs du client et de ses besoins pour être capable de bien définir en fait ce besoin-là. Une fois qu'on connaît les parties prenantes, une fois qu'on sait les objectifs du client, l'étape clé à mon sens d'un site et de la réussite d'un site internet, c'est ce qu'on va appeler la rédaction du cahier des charges. Donc en fait, toutes les discussions qu'on a eues dans les comités de pilotage et la définition des besoins avec le client, c'est de pouvoir retraduire par écrit tous ces besoins-là sur un guide unique qu'on va appeler le cahier des charges, que l'ensemble en fait des acteurs du projet vont pouvoir valider. Et après, ce guide-là, en fait, ce cahier des charges va servir à la création du site. Là, je dirais que le cahier des charges, c'est la partie un peu technique qui est plus destinée à l'agence de développement, mais elle est aussi là garante en fait de la continuité du projet et de s'assurer que tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a dit est bien posé sur papier. Une fois que ce cahier des charges est validé et réalisé, on va pouvoir aller dans la quatrième étape qu'on va appeler finalement l'intégration et le développement, qui est finalement la partie la plus technique, où on va finalement réaliser tout ce qu'on a mis sur papier et tout ce qu'on a imaginé concrètement sur le site internet via une agence de développement et l'agence de pilotage. Et la dernière étape, ça va être une étape ultime, c'est-à-dire un site internet. Oui, on prend beaucoup de temps pour le mettre en place, pour réfléchir. Oui, on prend beaucoup de temps pour l'intégrer. Mais à mon sens, on ne prend pas assez de temps pour faire des recétages et tester le site. Tester le site, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une démarche d'expérience utilisateur, de UX, qui va être de mettre des utilisateurs en face pour voir est-ce que ça correspond, est-ce qu'il n'y a pas de point de friction sur ce nouveau site-là, est-ce que le parcours utilisateur est cohérent, est-ce que j'arrive à mettre dans le panier l'information, est-ce que j'arrive à bien naviguer sur les différentes pages, puisque c'est beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc, il faut s'assurer que derrière l'utilisateur, ça correspond bien à son souhait et il ne faut pas hésiter à multiplier les tests pour faire évoluer votre site.
Et une fois que vous avez fait ça, selon moi, vous avez un site bien abouti. Et après, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation en continu du site. À mon sens, il faut continuer à faire ce qu'on appelle des tests AB pour continuer à optimiser, à améliorer votre site, puisque un site c'est vivant, à mon sens, et pour renaître ou à évoluer, il faut être capable de pouvoir le tester. Donc voilà un peu très rapidement, selon moi, la recette de la création d'un site internet. Intégrant évidemment toute la logique de référencement concernant effectivement voilà, le contenu du site web quoi, en lui-même. Exactement. Et effectivement, le contenu doit faire partie du cahier des charges et doit être optimisé pour les moteurs de recherche, dont effectivement prendre en compte tout le champ lexical etc. Pour que le contenu soit aussi bien pour les utilisateurs, mais aussi pour les moteurs de recherche. Ouais. Parce que si je peux me permettre, à mon niveau, de ce que j'ai pu me rendre compte pour avoir piloté quelques sites web, c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est lorsque les contenus évoluent et changent totalement, et qui ne sont pas bien anticipés, quoi. Parce que de ce que je peux voir autour de moi, c'est vrai que c'est souvent les contenus d'un coup qui arrivent en masse et qu'on ne peut pas intégrer dans le site existant, donc il faut refaire le site web. Donc c'est vraiment cette appréhension du contenu qu'il faut bien anticiper pour avoir un site pérenne, quoi. Ouais, super bon point. Et c'est là où justement dans le cahier des charges, on passe par cette phase d'arborescence, où justement on va identifier les catégories et dans ces catégories, on va identifier les contenus. Pour qu'on puisse s'assurer que les nouveaux contenus ou les contenus existants soient réintégrés dans l'arborescence. Et l'étape ultime après, derrière, c'est de pouvoir réutiliser en fait les URL des anciennes pages et de les amener vers le nouveau site. Donc faire ce qu'on appelle un plan de redirection pour s'assurer que finalement tout le bénéfice du site antérieur, donc ce qu'on va appeler concrètement le jus SEO, se reflète sur le nouveau site. C'est le risque d'un site, de la création d'un nouveau site, c'est de perdre en fait le trafic ou les gains qu'on la visibilité, le crédit visibilité, Ronan, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on le maintienne en fait sur le nouveau site. Et c'est un des enjeux en fait de la création d'un site aussi. Merci Thomas. Frédéric, aujourd'hui, donc le site internet de la TAN, est-ce que tu peux nous dire, vous avez fait une refonte dernièrement? C'est quelque chose, le site web a été fait pareil, souvent un vrai cahier des charges, j'imagine. Est-ce que tu peux corroborer un petit peu ce que disait Thomas et puis nous dire peut-être aussi si vous avez voilà, des idées pour améliorer le site de demain et aussi pourquoi pas par rapport à est-ce que vous faites du benchmark, est-ce que d'autres sites web ou d'autres marques vous inspirent pour vous aider dans votre réflexion? Oui, bien sûr. Alors, les étapes là, qui ont été développées par Thomas, effectivement, on les connaît assez bien. C'est des étapes qu'on a l'habitude de mener sur différents projets pour le site comme pour les différents projets numériques que l'on peut mener. Je te rejoins complètement sur la partie aussi recettage. C'est vrai que la partie recette, on a souvent tendance à la traiter d'un point de vue plutôt technique. Donc, en fait, on a demandé ça, on s'assure que ça fonctionne bien. Oui, est-ce que ça fonctionne bien? Mais en fait, on ne se pose pas vraiment la question de savoir si ça répond aux besoins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment l'exercice d'aller mettre des gens effectivement devant l'outil en disant voilà, est-ce que c'est simple pour vous naviguer? Est-ce que vous vous y retrouvez? Et ça, en contact nous-mêmes, c'est vrai que c'est un exercice qu'on ne fait pas assez et sur lequel on devrait travailler davantage. C'est qu'aujourd'hui, on est plutôt encore dans une recette, y compris dans un processus de démarche un peu d'amélioration continue, que tu évoquais aussi. C'est-à-dire que nous, le site Internet, c'est vrai qu'il évolue assez fréquemment, souvent de façon assez imperceptible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre du moteur, on vient toucher au back-office finalement, et donc c'est assez peu visible pour l'utilisateur. Mais on le fait très fréquemment, mais on ne fait pas suffisamment cet exercice, de mon point de vue, je pense, d'aller confronter du coup le résultat finalement à l'utilisateur pour savoir si ça correspond bien à son besoin. Et je pense qu'on peut même l'intégrer de façon aussi plus tôt dans l'étape, bien sûr, en fait, c'est que quand on vient de faire ces fameux tests, on le fait en créant différentes maquettes et puis en allant demander aux gens finalement s'ils s'y retrouvent, comment est-ce qu'ils comprennent et interprètent ces maquettes, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est assez instructif parce qu'on l'a fait quand même quelques fois et on voit bien que des fois on est assez surpris parce que nous on est nés dans le guidon et ça fait du bien parfois de se confronter un peu à des regards extérieurs de gens qui sont beaucoup moins habitués aux outils qu'on peut l'être du coup au quotidien. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, oui, je t'en prie.
Ouais, ce test, justement, c'est parler d'amélioration continue. Comment elle se traduit chez vous au sein de la TAN? Est-ce que voilà, vous avez une équipe dédiée à ça, une agence qui vous suit? Alors, on a différents entrants, on va dire. On a effectivement travaillé avec une agence, donc on fait le point de toute façon à un rythme assez régulier sur nos différents outils et dont le site en fait partie effectivement pour se dire voilà, quelles vont être les grandes tendances du web demain, qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc ça, c'est une première partie. La partie que j'évoquais à l'instant, qui, de mon point de vue, reste un petit peu à développer vraiment sur cette partie du coup vraiment test utilisateur et de se dire comment est-ce qu'on répond bien aux différents besoins et comment est-ce qu'on améliore nos outils. On essaie aussi de travailler dans le but toujours de l'amélioration continue. On veut mettre en place là, sur les prochains mois justement un petit groupe de testeurs, de bêta-testeurs finalement pour nos prochaines évolutions. Alors aussi bien sur le site que sur l'appli par exemple, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on fait vivre une petite communauté de gens qui seront un peu engagés, qui ont envie de nous aider et qui du coup nous feront des retours plus ou moins sympas. Hein. Le but, c'est bien de pouvoir s'améliorer. Et donc voilà, ça c'est vraiment un projet qu'on a par exemple pour cette année, de mettre en place cette communauté en créant du coup un groupe, là aussi certainement à l'aide des réseaux sociaux, de se dire, bah voilà, on va créer cette communauté de, je sais pas, de 100, 200, 300 utilisateurs qui pourront, on l'espère, venir nous aider à nous améliorer et qu'on puisse du coup tous délivrer une meilleure information à l'arrivée. Et puis, pour répondre à cette question aussi, on essaye, quand on a un peu de temps, on ne le fait pas suffisamment non plus certainement, de faire un peu de veille. C'est important hein, toujours de se tenir effectivement un peu au courant de ce qui se passe ailleurs, dans le domaine de la mobilité comme ailleurs. Hein, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Enfin, voilà, il y a des tendances aussi un peu sur l'UX hein, qu'il faut suivre et sur lesquelles du coup, on essaie de s'inscrire. Et puis, nous, sur le fond comme sur la forme, voilà, on essaie de se regarder ce qui se fait ailleurs. Alors, en France comme ailleurs, ces derniers jours, vous avez peut-être pas passé à côté parce qu'il y a un gros plan de com. SNCF, par exemple, est en train du coup de revoir totalement son site internet et son application mobile avec SNCF Connect. Donc, ben, pour nous, forcément, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'ils font, voir du coup qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui nous semble perfectible et que du coup, on devra tenir compte, nous, pour l'évolution de nos outils. Et puis, on va essayer aussi d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire qu'on est assez curieux de ce qui se fait ben voilà, autour de nous, je disais tout à l'heure, dans d'autres domaines, et puis à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'après, bon, voilà, c'est peut-être un peu plus subjectif, mais on est assez séduit souvent par des sites plutôt scandinaves. On dit voilà, il y a souvent le design scandinave, mais dans notre domaine, souvent, on voit bien qu'il y a des sites qui sont assez intéressants parce qu'ils sont très épurés, très lisibles. Ils sont vraiment centrés sur l'information que j'évoquais tout à l'heure, et qui est vraiment du coup un motif de visite premier pour nos utilisateurs. Et c'est vrai que du coup, pour nous, c'est des sources assez inspirantes pour le futur, de se dire, voilà, on n'a pas de projet à très court terme d'évolution du site, mais tous les projets que j'évoquais tout à l'heure sur la simplification des parcours autour des mobilités, de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment simplifier tout ça, c'est vraiment des projets qu'on a comme pour horizon d'ici 1 an et demi, 2 ans, on espère pouvoir mettre ça en place. Donc, c'est quand même pas des choses qui ont un horizon si lointain parce que on l'a peut-être pas évoqué, tu l'as peut-être pas évoqué effectivement, mais selon l'ampleur du projet, voilà, les 5 étapes qu'on vient de voir ici, elles peuvent prendre quand même rapidement un peu de temps. Donc voilà, nous sommes déjà en train de travailler effectivement sur ces futurs outils qui, on l'espère, voilà, verront le jour d'ici à peu près 1 an et demi, 2 ans maximum. Eh bien, merci beaucoup. On est arrivé, enfin, on s'approche de la fin de notre atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Je n'ai pas de questions à ce stade. À ce stade. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Thomas ou Frédéric. Est-ce que pour justement qu'un site internet ne meure pas et qu'il soit toujours vivant et inscrit dans son époque, comment est-ce que chacun, vous, alors toi Thomas avec tes clients et toi Frédéric en animation du site web de la TAN, vous imaginez des sites web, on va dire, plus éco-conçus? Est-ce que l'éco-conception du site web fait partie de vos réflexions? Nous, c'est une vraie tendance de fond sur lequel, honnêtement, le site qui est actuellement en ligne
en tient assez peu compte, mais c'est un vrai sujet chez nous. Il y a deux sujets qui sont vraiment un peu au cœur de nos réflexions aussi dans le cadre des futures refontes. C'est effectivement celui de l'éco-conception, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait un site qui est effectivement moins gourmand, donc plus léger, plus épuré. Ça rejoint aussi un peu ce que j'évoquais à l'instant sur les types de design qu'on peut trouver. Il y a aussi chez nous la question aussi de l'accessibilité qui est assez centrale. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'améliore sur ces deux aspects, sur l'aspect à la fois éco-conception du site pour qu'il soit moins gourmand, moins consommateur, et puis sur la question de l'accessibilité pour se dire comment est-ce que j'ai un site qui est vraiment visible et accessible à 100% pour tous les utilisateurs. Et là aussi, c'est un sujet qui est assez complexe parce que ça nécessite quand même un travail assez conséquent, et notamment dans l'animation, pour tenir compte de tous les handicaps, notamment pour son site. Ça nécessite un travail assez conséquent pour répondre à tous ces handicaps. Ouais, je rejoins ce que dit Frédéric. Effectivement, il y a des standards, les standards du web, les W3C, qui demandent beaucoup de temps pour faire ça. Et effectivement, nous, on a certains ergonomes spécialisés là-dedans et qui travaillent sur les sites. Et effectivement, c'est une partie qu'on connaît moins, mais qui est très importante, parce qu'il y a énormément de standards. On se rend même plus compte, mais pour fermer une fenêtre, c'est en haut à droite. Et il y a plein de standards comme ça. Et pour revenir à la question de l'éco-conception, nous aussi, c'est une démarche qu'on tend à mettre en avant de plus en plus avec nos clients, donc à tous les niveaux, au niveau de l'hébergement, essayer d'avoir des hébergeurs qui soient situés en Europe, voire en France, au niveau de la consommation du site, on va dire, entre guillemets, aussi bien sur les contenus que sur le temps de chargement, etc. Et on se l'applique aussi à nous-mêmes. Youmens, en fait, s'est engagé dans une démarche depuis plusieurs années maintenant, qu'on a appelé Youmens Green, où par exemple, on demande à tous les collaborateurs de pouvoir vider leur boîte mail, de les supprimer. Voilà, on a toute une démarche éco-conception qu'on essaie aussi de traduire sur les sites internet. Voilà, ça met du temps, c'est pas simple, c'est des choses aussi qui sont assez complexes, mais c'est une vraie démarche qu'on essaye d'avoir auprès de nos clients. Alors, on s'essaye déjà avec nous, déjà c'est bien, et on essaye aussi d'amener cette démarche-là auprès de nos clients. Je me permets de prolonger une question aussi un peu technique, notamment avec le responsive. On voit qu'on a fait on fait des sites web aujourd'hui qui s'adaptent facilement au mobile. Est-ce qu'il n'y a pas eu on va dire, depuis quelques années, effectivement, on est passé du site web à une application mobile, voire les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un retour avec ce qu'on appelle la web app, finalement, qui est moins coûteuse que de créer une application? Est-ce que pour certains annonceurs, il n'est pas finalement aujourd'hui plus judicieux d'investir dans un site web et de le rendre beaucoup plus accessible sur mobile et d'évacuer totalement le développement d'une application? C'est une bonne question. Pour y répondre de mon côté, effectivement, en tout cas, le mobile est devenu le trafic le plus important, parce qu'on sait que c'est maintenant les moteurs de recherche indexent avant tout par le mobile. Donc c'est indéniable qu'il faut avoir un site mobile efficace. Et effectivement, par le passé, ce que faisaient les clients ou les socionautes, c'est qu'ils avaient un site internet, ils avaient une application, mais il faut développer sur iOS, et il y avait une application sur Android. Donc c'était une usine à gaz avec un ticket d'entrée un petit peu plus avec un ticket exactement Voilà. hyper élevé. Voilà. Et donc effectivement, ce qui a été inventé, c'est un peu toutes les stratégies d'hybride. Et donc, sans rentrer dans le détail, c'est ce qu'on va appeler la web app, où finalement, dès qu'on fait un changement sur le site internet version ordinateur, il va s'appliquer directement sur la version mobile, ce qui est beaucoup plus léger en termes de support et d'utilisation. Par contre, ça ne permet pas des fonctionnalités aussi avancées qu'on pourrait avoir spécifiques sur iOS ou sur Android. Et donc, il y a toujours la question à un moment de se demander, selon nos besoins et selon ce qu'on veut faire, est-ce qu'on va sur une web app ou sur de l'hybride, ou est-ce qu'on va vraiment sur du natif avec de l'iOS ou de l'Android? Vous, Frédéric, du coup, c'est une question que vous vous êtes posée par rapport à. J'imagine après, l'application doit regorger de fonctionnalités, donc un peu compliqué peut-être, mais voilà. Est-ce que ce format hybride, c'est quelque chose que vous avez évoqué, vous Oui, bien sûr, c'est une question qu'on s'est posée, parce que si on revient là aussi 10 ans en arrière, notre première application elle était développée en natif pour iOS et puis pour Android. On a fait une refonte de l'application en 2019, donc on s'est posé la question de se dire effectivement, est-ce qu'on part du coup sur
non plus sur du natif, mais effectivement sur une application hybride. Donc, on la développe une seule fois finalement pour les deux plateformes, pour Android et pour iOS. Et puis, on s'est même posé la question des Progressive Web Apps. Du coup, donc c'est un site internet amélioré finalement. Ouais. Et là, par contre, on a quand même de notre point de vue un souci de visibilité qui est un peu du fait d'ailleurs. Là, plutôt côté Apple, qui a un peu tendance à mettre le frein sur la visibilité de ces apps parce qu'on passe en dehors du store et donc on est vite bridé. Et donc, c'est un peu compliqué en fait aujourd'hui de pouvoir s'affranchir des stores de Google ou d'Apple. On peut difficilement y aller. Donc, on s'est vraiment posé la question parce que notre app, nous, finalement, elle consomme beaucoup de flux, mais elle affiche de la donnée. Elle n'est pas si complexe que ça, finalement, en termes de conception. Voilà, elle interroge beaucoup quand on va chercher un horaire ou un itinéraire, finalement, la recherche ne se fait pas sur le téléphone, elle se fait sur nos serveurs, et puis nous, on se contente de renvoyer au téléphone l'information, et le téléphone se contente de mettre en forme un peu cette information. Mais pour autant, aujourd'hui, il y a quand même des barrières, on va dire, au Progressive Web App. Donc, on est plutôt resté sur une application qui, effectivement, est présente sur les stores. Donc, il y a un petit ticket quand même à mettre dans une application. Et après, effectivement, on essaye quand même, comme le disait Thomas, on essaie aussi de mutualiser, c'est-à-dire qu'une information qu'on vient mettre à jour sur le site internet, effectivement, on a là aussi des flux qui sont identiques entre l'application et le site, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de venir saisir deux fois l'information. L'information est bien répercutée sur les deux outils. Ok, merci. Donc, si je résume succinctement, très succinctement, le rôle du site internet, ou en tout cas la place qu'il pourrait avoir, c'est on peut y retenir les qualités d'un site web, les avantages, c'est le capital image. Il rassure, il donne effectivement une visibilité. Quand je parle de visibilité, du coup, la deuxième chose, c'est de la présence sur le web, notamment avec tout un maillage de contenu qui peut donner de la visibilité. En plus évidemment des réseaux sociaux ou d'autres choses. Et puis on le voit effectivement, il a quand même des possibilités de fonctionnalités qui sont en pleine évolution, qui sont en perpétuelle évolution. Donc effectivement, pour un annonceur de continuer à investir dans le site web, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas mort, si je peux reposer la question. Ouais, complètement. Non, moi j'irais même, j'irais même transgresser tout ça et aller encore plus loin. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir maintenant avec le contexte actuel, c'est que forcément les gens, comme nous aujourd'hui, on est en visio, alors qu'on aurait aimé peut-être en personne. Et on voit qu'il y a beaucoup de marques qui se posent des questions de savoir, par exemple, des marques qui ont des showrooms physiques, qui commencent à répliquer des showrooms virtuels, et donc d'avoir une expérience virtuelle en ligne. Pour justement s'imprégner du produit du client. Nous, on a certains clients qui ont des produits qui demandent énormément d'espace, par exemple, pour être visibles, et donc qui vont mettre en place des showrooms virtuels pour mettre en avant leurs produits et répondre à la nouvelle demande. Donc, je dirais que le site internet est loin d'être mort, et je pense que même il va par extension grandir, mais ça va être un point de contact parmi l'ensemble des points de contact qu'on peut avoir sur le digital. Eh bien, merci beaucoup. Frédéric, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Pas mieux, je rejoins totalement Thomas, effectivement, sur l'avenir du site. Voilà, aujourd'hui, c'est un canal parmi d'autres. Il est peut-être arrivé un peu plus chez nous à maturité. Donc, effectivement, on le voyait dans les graphiques du début, on progresse peut-être moins aujourd'hui en termes de création de sites qu'on le faisait par le passé. Néanmoins, oui, je suis aussi assez persuadé qu'il va continuer à s'enrichir, et après, c'est bien compliqué de toute façon de prédire l'avenir du web à un horizon, ne serait-ce qu'à moyen terme, pour savoir ce qui va se passer avec tout ce qu'on disait auparavant, y compris en revenant sur les fameuses web apps qui sont vraiment basées aussi sur le site internet. Donc, en tout cas, il est là, il va rester là, à mon avis, pour un bon moment dans les canaux digitaux. Dans les canaux digitaux, dans les stratégies des annonceurs. Eh ben, un très grand merci à vous deux. Merci à Agathe aussi pour l'organisation. Désolé pour les petits cafouillages du début, mais voilà, on va essayer en tout cas de voir si le replay sera possible pour les personnes qui n'ont pas pu assister. J'en profite aussi pour faire un petit focus sur nos prochains agendas donc de l'APCOM, nos prochaines dates. Donc mardi prochain, ça sera un APICOM
dans un networking qui s'appelle Works, si je le prononce bien, donc piloté par Cédric Amiot. Dans un espace de coworking pour faire du networking. Voilà. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'étais sur Working. Donc Works, Nantes-Gare Sud, donc ça sera mardi à 18h30, à partir de 18h30. Et puis le 3 février, donc le jeudi, dans les coulisses du village Baïséa Atlantique Vendée. Donc un événement effectivement à partir de 18h30 aussi réservé donc à ceux qui le souhaitent, donc tous les membres APCOM à cette soirée, donc piloté aussi par Emma Dequeros et Melinda Tomaret. Merci donc à vous tous. On aurait aimé voilà, être physiquement tous présents ou pouvoir au moins échanger en direct. J'espère que voilà, la table ronde vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.